Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlons de design intégré avec Benjamin Mazoin, lead designer UX/UI chez Airbus UpNext. Benjamin nous présente le parcours qui l'a mené au département R&T et son quotidien de designer UX/UI dans la conception de cockpits qui font l'avenir de l'aéronautique. Il nous parle de l'organisation des projets et du trio designer, ergonome, ingénieur d'opération, dans lequel le designer est un facilitateur de conception et un transformateur de besoins en solutions d'interface dans un environnement technique et complexe. Le designer utilise ses propres outils pour aider et rassurer le pilote afin de parer à tous les possibles dans l'interface pilote-avion. Airbus a su tout au long de son histoire innover, définir des standards, mais aussi développer de véritables signes différenciateurs de marque et d'expérience de pilotage. Nous finissons l'épisode sur un projet qui tient à cœur à Benjamin et qui illustre son travail de recherche et d'exploration, une interface au sol pendant la phase de roulage de l'avion. Je vous laisse découvrir l'épisode, pensez à le partager et à vous inscrire à la newsletter sur le site de la CDI. Merci à vous. Bonjour Benjamin. Bonjour. Déjà, je te remercie d'avoir accepté de participer à notre podcast. Et ensuite, comme la tradition le veut, peux-tu nous présenter ton parcours, s'il te plaît ? Oui, alors moi j'ai commencé par un BTS en assistant en création industrielle, après un changement de voie, parce qu'au début je m'étais plutôt destiné au métier de la bouche, dans la restauration. Ensuite j'ai travaillé une année à l'étranger, donc à Londres et puis à Madagascar également. J'ai rejoint l'ENSI par la suite, et à l'ENSI, je me suis beaucoup intéressé aux objets numériques, ou en tout cas aux services qui étaient autour des objets, qui complètent les objets, et notamment en travaillant avec EDF, le CEA, ou encore Orange, qui j'avais travaillé également dans un stage. Et après, j'ai commencé ma carrière en tant qu'indépendant, donc dans le milieu de l'événementiel, de la muséographie, de la presse ou aussi du transport. À la suite de cette expérience-là, j'ai rejoint Bertin Ergonomie à Toulouse, là où j'ai découvert l'aéronautique. Et au bout de quelques années, j'ai pris un poste de designer lead UX/UI dans le département des cockpits d'Airbus en R&T, ce qui signifie Research and Technology. Et aujourd'hui, j'occupe ce même poste dans une filiale d'Airbus qui s'appelle Airbus UpNext, qui explore l'avenir de l'aéronautique, de l'industrie aéronautique en tout cas, au moyen de démonstrateurs. C'est-à-dire qu'on va tester des applications de technologies émergentes sur un temps court, on s'entend, sur un temps court pour l'aéronautique, c'est-à-dire entre 2 et 3 ans. Et on explore aussi de nouvelles formes d'opérations entre les pilotes, la tour de contrôle et d'autres acteurs du secteur. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien de designer, des compétences que tu mets en œuvre dans ton travail ? Alors oui, en fait, au quotidien, moi je travaille beaucoup avec des ergonomes, des ingénieurs opérations, et on forme une espèce de trio où globalement l'objectif c'est vraiment de proposer des supports à de nouveaux concepts opérationnels, à de nouvelles explorations pour de nouveaux services, mais aussi de nouveaux cockpits pour le futur. Les designers ont une particularité, c'est qu'ils apportent des compétences de facilitateurs de conception et également de transformateurs de besoins en solutions d'interface et d'interaction. C'est-à-dire que la difficulté qu'on peut avoir, c'est vraiment qu'on s'adresse à des utilisateurs qui sont captifs, c'est-à-dire qui sont soumis à des formations pointues et plutôt coûteuses cognitivement. C'est des utilisateurs qui sont vus comme étant des facteurs humains, c'est-à-dire vraiment dans un système complexe où on a l'utilisateur qui apparaît comme un ajout d'une complexité, puisque c'est l'intérêt du pilote dans l'avion, de pouvoir être capable de pouvoir prendre des décisions. Et donc, dans ce cadre-là, qui est un cadre extrêmement technique, dans un environnement extrêmement complexe, il y a énormément de réflexions et de besoins d'utilisateurs, mais aussi d'un milieu très demandeur. Voilà, c'est très, très complexe. Du coup, quelle est ta vision de la valeur ajoutée du design ? Tu disais, c'est vraiment un facilitateur. Et comment, dans ce domaine qui est quand même très porté par l'ingénierie, tu penses que vous avez réussi à trouver votre place et à faire valoir ou à faire voir la valeur ajoutée du design et vos apports ? Alors, la valeur du design, nous, c'était vraiment, en effet, cette idée de pouvoir apporter un support à la conception avec des méthodes UX/UI, mais pas que, aussi des méthodes, on peut dire
dessin, de voir les choses un petit peu autrement avec une autre approche. Enfin, on apporte un travail de transformateur, hein, comme je disais, c'est-à-dire être capable de pouvoir amener les solutions ou les besoins en réalité et donc les tester réellement à travers des mock-ups, donc des maquettes qui peuvent être des maquettes en papier ou des maquettes un petit peu plus matures. Hein, ça peut être sur Figma et puis sur des simulateurs de plus en plus complexes. Donc l'objectif, c'est vraiment, nous, d'apporter ce regard autour de l'interaction et de l'apport de comment est-ce que le pilote va voir les informations et va être capable d'être devant l'avion, c'est-à-dire vraiment de réussir à comprendre une situation donnée pour être capable d'anticiper les besoins à venir, enfin les problématiques à venir. Et donc, le travail qui consiste à transformer de l'information en représentation graphique et en interaction guidée est essentielle pour un pilote. Du coup, alors je sais pas d'ailleurs s'il faut être pilote pour réussir à bien designer le cockpit de l'avion, mais on sait qu'il y a 2 grandes marques concurrentes, on en a tous entendu parler, Airbus et Boeing, et je me demandais s'il y avait des spécificités de marque. Est-ce qu'il y a des lignes? Est-ce que chez vous, vous avez, enfin, est-ce qu'un pilote, il est capable, par le cockpit, de différencier les 2 marques? Ou est-ce que non, au contraire, il y a des standards, des incontournables pour les pilotes pour, la bonne, compréhension ou la bonne anticipation des actions qu'ils ont à mener dans le cockpit? Est-ce qu'il y a des standards qu'il faut absolument respecter? Ou est-ce qu'au contraire, chacune des marques a ses codes différenciateurs, ses avantages, je ne sais pas trop comment les appeler dans l'aviation, mais voilà. Ouais, alors dès ses débuts, Airbus a mis au centre de sa conception cockpit des innovations technologiques qui ont marqué culturellement l'aéronautique, jusqu'à d'ailleurs avoir une espèce de réputation de définir des standards. Ça, c'était jusqu'à une époque. Et donc, par exemple, Airbus a mis en place ce qu'on a appelé le Forward Facing Crew Cockpit, c'est-à-dire une simplification du cockpit qui a permis de passer d'un cockpit à 3 membres à un cockpit à seulement 2 membres, 2 pilotes. Airbus a aussi apporté ce qu'on appelle aujourd'hui le glass cockpit, c'est-à-dire l'intégration des écrans au sein du cockpit, hein, là où jusqu'à un certain moment c'était beaucoup de cadrans. Et puis récemment, quand je dis récemment, c'était pour l'A320, dans la fin des années 80, c'était le fly-by-wire qui permettait de passer de contrôle mécanique à des contrôles électriques qui rendent le contrôle des Airbus précis. C'est un peu ce que ressentent en fait les pilotes. Donc si on doit comparer globalement les 2 grandes familles entre Boeing et Airbus, on peut dire que Boeing c'est plutôt orienté vers une idée de faire ressentir l'avion que les pilotes sentent piloter, être au plus proche du pilotage, là où Airbus essaye de rendre une expérience plus précise avec une philosophie peut-être plus tournée vers des automatismes. Donc, bon, il y a des changements majeurs visuels aussi, hein. Par exemple, dans un Airbus, il y a un stick, alors que Boeing a ce manche qui est au centre. Et ça, rien que visuellement, ça donne finalement une représentation de 2 formes de pilotage qui sont très différentes, quoi. Et du coup, le retour des pilotes, vous l'avez justement quand vous faites, vos maquettes ou quand vous arrivez à tester, votre travail au fur et à mesure de son avancement avec des pilotes? Vous avez des liens avec eux pour avoir leur ressenti et leur retour? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, on travaille avec des pilotes d'essai, avec qui en effet on expose des travaux à différents niveaux. Ça peut être en effet des maquettes papier, ça peut être des maquettes un petit peu plus complexes. Et donc, on travaille vraiment par itération avec eux. Et l'objectif, c'est vraiment de voir grandir finalement des axes de recherche dans la recherche et développement vers quel cockpit on pourrait aller pour améliorer vraiment la safety en règle générale, améliorer la situation awareness, hein, c'est-à-dire la conscience de la situation, et donc être capable de pouvoir maîtriser son avion et comprendre qu'est-ce qui va arriver, donc vraiment être devant l'avion, hein, ce que je disais tout à l'heure. Là-dedans, nous, les designers, on essaye d'apporter une espèce de notion de plaisir d'utilisation. Alors ça, c'est pas simple à faire rentrer dans Airbus. Plusieurs raisons. C'est parce que pendant longtemps, alors c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, le design a pu être vu, en tout cas le design tel que on le connaît, hein, c'est-à-dire issu de l'art appliqué,
a pu être vu comme une sous-couche graphique, avec quand même un intérêt, bien sûr, de comprendre les informations. Mais ce qui a été difficile à faire accepter pendant un temps, ça a été que le plaisir d'utilisation ouvre vers le guidage de l'utilisateur pour optimiser son parcours au sein des interfaces. Ça permet aussi de supporter une meilleure compréhension donc, de la situation, comme je le disais, mais aussi de rassurer le pilote sur la compréhension des systèmes. Voilà, tout ça, c'est primordial pour vraiment anticiper quels vont être les nouvelles, les événements possibles. Et parce que ça, c'est ce que le pilote doit faire beaucoup, c'est d'être capable de qu'on appelle des what if, c'est-à-dire de supposer des possibles et d'être capable de parer à toutes ces problématiques. Et les cockpits sont-ils les mêmes suivant le type d'avion, enfin de secteur d'application, c'est-à-dire si on est dans le civil, dans le fret ou dans le militaire? Est-ce que le cockpit est exactement le même ou est-ce qu'il y a des spécificités auxquelles vous devez vous adapter ou vous devez faire des nouvelles propositions suivant les secteurs? Et est-ce qu'il y a un secteur qui évolue, j'oserais dire, plus vite que d'autres, c'est-à-dire qui est plus à même d'accepter des changements que l'autre? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cockpits sont soumis à des certifications qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction de l'usage de l'avion en tant que tel. Est-ce que c'est un avion militaire, un avion pour le fret, etc., pour le civil? Est-ce que c'est un gros avion? Est-ce que voilà, il y a plusieurs certifications. Et dans ce cadre-là, en effet, on peut avoir une marge de manœuvre qui peut être différente en fonction. Et puis, c'est aussi lié aux besoins des utilisateurs. Le besoin d'un pilote militaire n'est pas du tout le même que le besoin d'un pilote qui fait la navette Paris-Toulouse plusieurs fois par jour. Donc oui, il y a des différences, même si le travail d'un point de vue de designer, tel que nous on le conçoit dans la recherche et développement, est plutôt exploratoire et donc peut amener à ce qu'on travaille vraiment sur plusieurs formes, en tout cas plusieurs axes, qui ne sont pas teintés d'un usage, d'un avion de ligne ou de militaire, forcément. Donc, bien sûr qu'il y a des spécificités. Donc, on travaille plutôt pour le civil, mais il peut y avoir des besoins qui sont les mêmes et que les solutions qu'on va faire aboutir, ou en tout cas les solutions qu'on va explorer, pourraient s'adresser à plusieurs types d'avions. Et et l'équipe projet, avec qui travailles-tu toi? Parce que, on comprend, que c'est soumis à des réglementations très fortes, qu'il y a une place de l'ingénierie qui est très importante. Du coup, comment se constitue une équipe projet? Comment vous travaillez? Comment le projet arrive? Parce que quand on est dans un secteur, grande consommation, on dit: «Bah, ça arrive du terrain, il y a des évolutions de marché, il y a des choses comme ça». Et vous, dans l'aviation, comment ça se passe? Avec qui tu travailles dans le quotidien? Et comment s'organise le projet? Quel est le profil un peu des chefs de projet et comment vous collaborez? Alors, donc Airbus, c'est une entreprise très tournée vers l'ingénierie, donc il y a beaucoup d'ingénieurs, et donc on travaille forcément avec beaucoup d'ingénieurs, notamment avec le trio dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des ingénieurs qui ont la spécificité d'une connaissance opération, mais aussi on travaille avec des ergonomes qui, eux, s'intéressent aux problématiques vraiment humaines. Et comme je disais tout à l'heure, nous, on apporte ces réflexions qui peuvent être de représentation graphique, de compréhension de la situation et quelle interaction permettrait de mieux faire comprendre une situation ou en tout cas de mieux comprendre ou de mieux activer certains systèmes. Donc, on travaille de cette façon-là avec le trio dans le cadre d'un projet. Les designers cockpit, en tout cas, sont intégrés dans un département cockpit. Chaque designer est ensuite dispatché dans des projets. Et chaque projet a effectivement une forme d'autonomie vis-à-vis des différentes compétences. Et donc, chaque designer peut apporter, en fonction du projet, les besoins relatifs au projet en tant que tel. Globalement, on travaille de sorte à ce que on produise des solutions qu'on va ensuite tester auprès des utilisateurs, des pilotes d'essai, et ensuite on va les tester. Alors, c'est vrai que les tests utilisateurs sont plutôt l'apanage des ergonomes et des opérations. Alors, pour des questions déontologiques certes, mais aussi parce que il y a un process à respecter lié à la certification. Et donc, les designers sont quand même présents en tant qu'observateurs pour bien comprendre et bien identifier dans les retours utilisateurs qui peuvent être des retours vocaux, mais aussi des retours de comportement qui peuvent être tacites.
L'objectif, c'est vraiment de comprendre où est-ce qu'on peut avoir des frictions pour proposer des améliorations. Et ensuite, il y a en effet des tests utilisateurs qui ouvrent vers des évaluations et des rapports qui permettent de créer une connaissance. J'avais une question aussi sur peut-être une frustration, je pense que tu pourrais avoir en tant que designer intégré dans cette entreprise, parce que tu le disais tout à l'heure, la temporalité des projets, c'est 2 à 3 ans tout à l'heure, tu disais. Donc, dans les épisodes de podcast, souvent, on entend les designers qui sont très satisfaits de voir leur réalisation dans les mains des utilisateurs. Et pour toi, du coup, ben, est-ce que tu arrives quand même à voir tes propositions parfois se réaliser dans les mains des pilotes et avoir aussi cette satisfaction et ce retour de la part des pilotes sur ce que tu as pu amener dans le cockpit sur tes projets. Alors c'est vrai que la temporalité de la conception, d'un avion, qui peut être, de plusieurs années ou même la complexité, qui fait que du coup on va s'adresser peut-être qu'à une partie du cockpit ou même le fait qu'en travaillant en R&T, on peut ne pas voir aboutir des projets. Tout ça, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour un designer si sa motivation, c'est de voir concrétiser son travail, en fait. Donc c'est vrai que c'est aussi une raison pour laquelle aujourd'hui je travaille chez Airbus UpNext, hein, parce que comme c'est des projets relativement courts, on voit vraiment voler des interfaces. Par contre, on les voit pas dans le produit final parce que on reste en recherche et développement. Mais j'ai aussi compensé ça par une activité d'auteur de bande dessinée dans lequel je m'épanouis pour vraiment la question auteur que peuvent rechercher des designers. Mais en effet, c'est une problématique qu'il faut connaître dans ce type de poste. Et pour finir ce podcast, est-ce que tu peux nous parler d'un projet qui te tient à cœur et nous expliquer pourquoi il te tient à cœur? Oui, alors j'ai en tête un projet qui a donné lieu pour la première fois à une exposition en conditions réelles. Quand je dis pour la première fois, c'est une interface conçue par des designers qui seraient issus de l'art appliqué, hein. Et donc c'était sur le contrôle de l'avion en phase taxi, c'est-à-dire durant le roulage, pour s'acheminer jusqu'à la piste de décollage. C'est une phase qui est très dynamique, qui peut être très stressante pour les pilotes, puisque les pilotes doivent gérer la communication avec la tour de contrôle, mais aussi avec d'autres acteurs, hein. Doivent faire le contrôle de l'appareil, donc doivent piloter et puis préparer le décollage tout en s'assurant qu'il n'y ait pas d'obstacles ou sans commettre d'erreurs de navigation, par exemple. Donc aujourd'hui, les interfaces au sol ne sont pas aussi travaillées que les interfaces utilisateurs en vol. Et donc, il y avait quand même un champ des possibles assez important. On a eu beaucoup de retours positifs sur ce travail, hein, de par les pilotes. Et ça, c'est vrai que ça laisse augurer une transition vers de nouvelles générations d'interfaces. C'est vrai que ça, c'est plutôt grisant. Et donc, voilà, on voit que petit à petit, Airbus développe de nouvelles formes de cockpit. Et ça, c'est vrai que c'est satisfaisant de se voir participer à notre niveau à la conception de nouvelles générations de cockpits. Eh ben, on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup pour ta participation à notre podcast et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.